Salam alaikum, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Je suis El Bouhi Ismail, élève ingénieur en finance et actuariat à la faculté des sciences et techniques de Marrakech. Je suis accompagné de ma collègue Taqinada et tous ensemble, on va vous parler aujourd'hui d'un thème d'actualité, d'un thème très important qui s'appelle la transformation digitale ou bien la transformation numérique au sein des établissements bancaires et aux compagnies d'assurance ici au Maroc. Ce travail a été encadré par notre cher professeur, Monsieur Lewis. Alors, en ce qui concerne tout ce qu'on va voir tout au long de cette présentation, Inch'Allah, on va commencer par une petite introduction. Après, on va parler des grands enjeux de la digitalisation au sein des établissements bancaires. On va parler de tout ce qui est expérience client, les outils utilisés par les banques pour assurer la bonne mise en place de cette transformation à l'intérieur de son système et leur application au sein de ces établissements-là. Après, on va passer aux apports ainsi que les risques de cette transformation-là. On va parler particulièrement des établissements FinTech qui s'appellent FinTech. Ce sont des établissements voilà, encouragés par l'État marocain pour promouvoir l'inclusion financière et pour faire une concurrence directe avec les banques. Voilà, et on va parler d'un exemple. On va donner un exemple d'une banque gagnante du terrain dans le marché marocain. Après, on va passer aux établissements ou bien aux compagnies d'assurance et on va voir s'il y a un cadre réglementaire spécifique pour cette digitalisation. Et à la fin, on va traiter quelques axes d'amélioration. On va donner quelques recommandations qui peuvent aider les banques ou bien les entreprises en général pour améliorer voilà, leur service en ce qui concerne cette transformation-là. Et à la fin, une conclusion. Voilà. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, le numérique devient un atout majeur pour mesurer la vitalité de l'économie d'un pays, un puissant vecteur d'attractivité pour les investisseurs. Elle apparaît comme l'un des leviers, si on peut dire ça, comme l'un des leviers de croissance de l'économie marocaine. Et depuis quelques années, cette transformation profonde s'opère progressivement dans tous les secteurs d'activité. Et d'ailleurs, la transformation digitale des entreprises marocaines représente une accélération extraordinaire qui touche plusieurs dimensions commerciales, production financière et logistique pour une connexion directe avec le client utilisateur final qui de facto on trouve son mode de vie modifié. Et, et cette transformation permet une ouverture au-delà des frontières nationales et une évolution vers une maturité des entreprises dans leur organisation, produits et services. Ainsi, elle touchera aussi bien le PIB national, le mode de vie des citoyens, ainsi que la manière avec laquelle le pays est perçu à l'extérieur. Et donc, si on peut dire ça, la révolution numérique que vit aujourd'hui le Maroc se développe à grande allure. Elle donne naissance à de nouveaux métiers, à des nouvelles innovations dans divers secteurs, tels que l'administration, secteur bancaire, secteur d'assurance, commerce, monétique, télécom, administration, start-up, etc., etc. Et pour la majorité de ces secteurs, la transformation numérique s'est traduite par la création de nouvelles tendances accompagnées par une multitude d'offres innovantes, telles que le big data, l'intelligence artificielle, le cloud, blockchain, etc., etc. Tous les espoirs sont donc fondés sur le numérique pour en faire un facteur de développement de l'économie et une nouvelle manne d'emploi pour les jeunes. Et pas seulement, la révolution numérique bouscule aussi et surtout le secteur financier. Le secteur financier, c'est-à-dire un marché où la concurrence devient de plus en plus forte, de plus en plus rude, et les usages évoluent très rapidement. On passe maintenant à la digitalisation de l'expérience client. À l'ère digitale, la gestion de relations clients dans le secteur bancaire se fait de plus en plus de progrès à nos jours à travers l'utilisation des moyens de gestion des comptes sur Internet grâce au smartphone. Ainsi, les transactions ont fortement augmenté et en contrepartie, les relations physiques ont diminué.
Grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication, et particulièrement Internet, les banques ont pu développer une relation à distance avec leurs clients. Une convergence est devenue nécessaire entre tous les canaux et les agences physiques. Le parcours client s'enrichit avec le digital. L'objectif est donc de rester en contact avec le client à travers les différents canaux afin de lui proposer une offre adaptée à ses besoins et attentes. Les Marocains accueillent avec bienveillance l'arrivée de digital dans leur relation avec la banque, tout en restant attachés à la question de proximité avec le conseiller bancaire, sachant qu'une part non négligeable ne pouvons pas faire confiance aux technologies numériques, privilégier davantage le contact physique. Ici, on va expliquer deux termes, la banque digitale 1.0 et la banque digitale 2.0. La banque digitale 1.0, ici, les utilisateurs peuvent consulter leur compte bancaire en temps réel via des sites web bancaires avec des services de base sans avoir besoin de se déplacer en agence. Aujourd'hui, et grâce à la banque digitale 2.0, toutes les données sont désormais disponibles sur les applications mobiles de la banque. En plus des services de consultation, l'utilisateur peut également réaliser des opérations qui ont exigé il y a quelque temps la présence physique de la personne en agence. Des opérations complexes comme les virements, des opérations d'épargne, de bourse en ligne en cours de demande réelle de crédit et de moyens de paiement. Il est important à signaler que la digitalisation dans le secteur bancaire, par exemple, permet de maîtriser certains risques liés à la gestion de la relation client, que nous verrons dans la partie empirique au niveau des chiffres. Passons maintenant aux outils utilisés par les banques pour assurer, comme j'ai dit, le bon fonctionnement de ce concept-là, concept du digital. Alors, comme vous le savez, l'avènement du numérique dans notre quotidien a totalement chamboulé les habitudes du consommateur. Et du côté de l'entreprise, le numérique offre des perspectives de développement très intéressantes. Voilà, car les volumes de données ne cessent d'augmenter sur Internet comme sur les téléphones mobiles et voire même à l'intérieur de l'entreprise. Donc, pour suivre cette révolution qui va transformer notre façon de vivre, penser et de travailler, on doit adapter certains outils et techniques comme le big data, euh, blockchain, intelligence artificielle, cloud, data science, etc., etc. Donc, on commence tout d'abord par la définition de chaque concept, de chacun de ces concepts-là. Voilà. En ce qui concerne le big data, la traduction littéraire du big data, c'est grande quantité de données. Globalement, c'est l'analyse et le traitement de données en masse. C'est une problématique qui s'articule autour de deux évolutions qui découlent du numérique. La première, c'est l'augmentation massive des données qui transitent 24 heures sur 24 sur le web. Et la deuxième, c'est que ce terme traduit la nécessité d'adapter certains outils techniques d'analyse et de traitement de données, c'est-à-dire qu'elle regroupe un ensemble d'outils. Sans oublier voilà, les procédures permettant à une entreprise de gérer et d'analyser ces immenses flux de données. En ce qui concerne le cloud fait référence aux serveurs accessibles via Internet, ainsi que ainsi qu'aux logiciels et bases de données qui s'exécutent sur ces serveurs. Les serveurs cloud sont situés dans des data centers partout dans le monde. Et en utilisant un concept ce qu'on appelle le cloud computing, les utilisateurs et les entreprises n'ont pas eux-mêmes de gérer les serveurs physiques ni à exécuter des applications logicielles sur leur propre machine. Et donc, le cloud permet aux utilisateurs en général d'accéder aux mêmes fichiers et aux mêmes applications à partir de presque n'importe quel appareil, car le processus informatique et le stockage ont lieu sur des serveurs dans un data center et non localement sur la machine utilisateur.
Et pour la blockchain. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Si on peut dire ça, il s'appelle comme le cœur du web, le cœur de la technologie du web décentralisé, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et par extension, la blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Passons maintenant aux applications possibles de ces outils au sein des banques. Alors, la plupart des banques pratiquent le marketing de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils se concentrent essentiellement sur des données sociodémographiques ou encore sur des combinaisons de facteurs tels que la notion d'équipement de produits bancaires détenus par le client ou encore sur la notion de flux financier et de patrimoine. Donc, et en ce qui concerne la data stratégie, les banques euh, malheureusement sont très en retard dans ce domaine car elles n'exploitent pas toutes les possibilités que leur offre celle-ci. Et soit pour des raisons de moyens ou bien voire même de manque d'appétit. Or, cette stratégie, comme j'ai dit, offre aux banques des opportunités nouvelles dans un secteur où il est difficile de bouger radicalement les positions ainsi que les parts de marché. Et donc, la première application possible qu'on a arrivé à détailler dans cette présentation-là, c'est la diversification des modèles de revenus des banques. Alors, comme vous savez, le secteur des banques est arrivé à maturité. De ce fait, il est de plus en plus difficile pour les banques de proposer des offres innovantes à leurs clients. Comme la concurrence devient très rude, la part du marché du secteur n'évolue quasiment pas d'une année sur une autre, et de plus, le nombre des utilisateurs reste quasiment stable dans la plupart des banques. Et donc, si on peut dire ça, on peut utiliser par exemple le big data comme outil, il semble être un allié de choix en ce qui concerne le renouvellement de ce secteur. Et voilà, voici quelques pistes de réflexion pouvant permettre aux banques de se réinventer ainsi que de maximiser leurs profits. La première, c'est la proposition des offres commerciales dynamiques. Comme nous l'avons vu précédemment, l'analyse donnée permet aux entreprises de mieux cerner le consommateur et d'établir un profil détaillé à travers des assignements de celui-ci. De ce fait, à partir de cette approche, les banques peuvent dorénavant émettre des offres personnalisées à leurs clients. Et donc, cela se traduit concrètement par la proposition des produits sur mesure à ces clients-là, ou encore l'analyse de fréquence de consultation des pages dédiées aux produits bancaires, afin de soumettre des offres spontanées, comme si spontanées, mais réellement c'est non, aux consommateurs et au bon moment. Et la deuxième, c'est la commercialisation des données comportementales. L'un des leviers de croissance qu'offre la data stratégie au secteur de la banque est la vente des données provenant de nombreuses interactions entre les banques et leurs clients. Ces données sont des véritables mines d'or et leur exploitation représente un enjeu important. Et en ce qui concerne la deuxième application, c'est d'approfondir la connaissance client. Voilà. La connaissance client se traduit via la mise en place d'une approche relationnelle et la personnalisation des services marketing one-to-one. Alors, comme dit précédemment, voilà, le client est de plus en plus exigeant. Concrètement, cela, pour un client qui est à la recherche d'une voiture, la banque, en croisant des données avec les activités de la personne sur les réseaux sociaux et ses recherches sur Internet, la banque, comme je dis, pourrait alors lui proposer un crédit auto ou bien une assurance auto. C'est la vision d'un concept, ce qu'on appelle marketing one-to-one, qui consiste à apporter une offre personnalisée ou faire commercialiser des services au désir de chaque client en se basant sur un système puissant d'information. Et la troisième application, c'est l'enrichissement de la gestion des risques. Voilà, cela se traduit par la lutte contre la fraude et l'optimisation des conditions d'octroi. Alors, face à des grandes pertes face à des grandes pertes de grande ampleur, l'ensemble des outils
pourraient être des alliés de taille en matière de détection et de prévention de la fraude, par exemple, ainsi que la gestion des risques bancaires dite générale. Voilà. La lutte contre le fraude. Les entreprises bancaires sont de plus en plus conscientes des avantages que présente l'utilisation de ces outils en matière de prévention et détection de fraude. Ces derniers peuvent lutter contre ce phénomène grâce à des algorithmes et à des logiciels d'analyse de plus en plus performants, capables de croiser de larges volumes de données provenant de différentes sources et de différents formats. En ce qui concerne l'optimisation des conditions d'octroi, la modélisation de grandes quantités de données offre au secteur bancaire une vision complète du marché et du comportement de ses clients. Ainsi, par exemple, l'intelligence artificielle facilite le calcul des profits ou des risques dans celui qui provient de l'octroi de crédit aux clients. Ici, une question se pose. Qu'est-ce que la digitalisation peut apporter au secteur bancaire et non bancaire? Premièrement, acquérir et fidéliser la clientèle via les canaux digitaux. La fidélisation doit permettre un meilleur contrôle de l'activité. Elle est le but de toute entreprise souhaitant conserver ses clients. Ces clients peuvent être fidèles aux produits et aux services, mais aussi et surtout dans le domaine bancaire et non bancaire au point de vente. Le but de fidélisation étant une baisse des coûts engendrés pour chaque client. En effet, l'ensemble des banques, mais aussi toutes les autres entreprises, constatent une hausse des coûts pour l'acquisition d'un nouveau client. Un client fidèle demandera un effort financier moindre de fait de son attachement à la marque, au produit et au point de vente. Un client satisfait est un client confiant. La banque doit se pencher sur les attentes des clients afin d'augmenter le taux de recommandation ainsi que la consommation, puisque le niveau de confiance est fortement corrélé avec l'intention d'achat. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle la rentabilité. Durant ces dernières années, le secteur bancaire a entamé une phase de transformation de son module économique. Cette transformation risque de prendre quelques années au vu de l'envergure du fait. Les banques qui arriveront à bien gérer ce virage crucial bénéficieront de nombreux avantages compétitifs, durables, puisqu'ils gagneront la bataille de la proximité et de la pertinence dans la gestion de leur clientèle. D'autre part, ils pourront profiter des améliorations internes que leur procure l'utilisation des nouvelles technologies. La refonte totale du modèle économique du secteur bancaire est un long phénomène qui mobilise de nombreuses ressources, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. On regarde des récentes études, cette digitalisation semble inévitable pour la banque qui souhaiterait assurer sa pérennité et ainsi se transformer en un modèle compétitif et durable. Passons maintenant au troisième apport que peut apporter voilà, ces transformations au secteur bancaire ou bien à n'importe quel secteur en général. Voilà, c'est la résistance aux nouveaux entrants, ce qu'on appelle les fintech. Généralement, quand on parle des nouveaux entrants, on parle des fintech et des établissements de paiement. Mais généralement, ici, on va parler juste des fintech parce qu'ils sont des vrais concurrents avec, voilà, des concurrents directs avec la banque. Voilà, même l'État a facilité, voilà, faciliter l'accès au financement de ces établissements-là pour concurrencer, voilà, de façon directe, comme j'ai dit, les banques. Donc, la meilleure solution, c'est la meilleure solution que peut apporter le digital au secteur bancaire, voilà, dans ce cas, c'est, par exemple, moi, je suis une banque, voilà, Nada, c'est un établissement qui s'appelle FinTech. La première solution, ou bien la première solution bénéfique pour moi, c'est, voilà, soit d'entrer dans une collaboration avec Nada et profiter voilà, de ses services et voilà, et de son expérience, voilà, de son innovation.
ou bien acheter directement et pourquoi pas faire concurrencer à travers cet établissement, faire concurrencer les autres banques. Et dans cette présentation, on a profité de l'occasion pour vous faire, pour vous parler un peu de ces établissements-là. Alors, les fintech, ils se caractérisent par plus de facilité, plus de simplicité, surtout plus de services aux clients et aux consommateurs finaux. Ils ont généralement changé tout le comportement des offres ou bien des services traditionnels qui existent sur le marché. Et selon un rappel d'un établissement qui s'appelle le KPMG sur les 100 fintech les plus puissants au monde, ces derniers ont généré un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars depuis leur création et avec 18 milliards de dollars chaque année. Et ils sont répartis sur 29 pays. Voilà, pour rester dans une zone géographique proche de la nôtre, une seule parmi les 100 se trouve en Afrique, bien évidemment au Nigeria, tandis qu'une trentaine se trouve en Europe, dont 11 en Angleterre, 5 en Allemagne, 4 en France, 2 en Belgique, etc., etc. Et, et selon le même rapport, sur les 100 fintech, 9 travaillent dans le secteur bancaire, 27 dans le secteur de transactions de paiement, 17 dans le secteur des assurances. Et selon une étude d'un cabinet nommé PwC, cette étude nommée Digitalizing Africa, the Rise of Fintech Companies, en partenariat avec Casablanca Finance City, fait ressortir d'importants enseignements sur l'émergence de l'écosystème des fintech. Et le rapport dévoile que les fintech africaines ne représentent malheureusement que 2% des 13 000 startups de la finance recensées, malgré que ces établissements acquisent beaucoup d'investisseurs dans cette région-là. Et voilà. Et pour rester dans le cas du Maroc, cet établissement ou bien ce cabinet qui nommé PwC a fait un zoom sur le Maroc. Il le considère comme un marché très dynamique au sein duquel le secteur de fintech se popularise. Dans les gouvernements, institutions financières et opérateurs télécoms, ils s'intéressent de plus en plus, pour bénéficier de ce service. Comme l'atteste par exemple l'organisation de divers événements et initiatives, et on citera dans ce sens la BCP FinTech Challenge, le Smart App Hackathon d'AWP, ou encore le partenariat de la Société Générale avec la CED. Et voilà, sur un autre volet, l'évolution du cadre réglementaire a permis de développer ce secteur. En effet, l'adoption par Banque Maghreb de la loi 103/12 représente un exemple emblématique. Elle permet aux services non bancaires, notamment les opérateurs télécoms, d'offrir des solutions de paiement mettant fin au monopole des banques pour si on peut dire ça, pour promouvoir l'inclusion financière. Et ce cabinet a noté que le Maroc est l'un des seuls pays sur le continent qui a déployé de nombreux efforts pour faire adopter une loi facilitant l'activité de financement participatif crowdfunding. Donc c'est tout cela pour, voilà, comme j'ai dit, l'État a facilité l'accès au financement pour ces établissements-là. Donc il encourage de façon directe et donc les banques doivent améliorer leurs services et voilà, savoir comment jongler avec ce digital-là pour gagner le terrain. La conformité bancaire et ses risques. Ici, on va concentrer sur trois types de risques. Premièrement, le blanchissement d'argent, qualifié d'argent sale. Cela permet à un criminel de taire l'origine illicite d'une somme d'argent en la réinvestissant dans des circuits légaux. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle les fraudes. En résumé, la fraude consiste à l'utilisation des coordonnées d'une carte bancaire, par exemple, sans autorisation de son titulaire pour des achats ou des retraits. Au Maroc, troisièmement, on va concentrer sur ce qu'on appelle la protection des données personnelles.
Alors que dans le cas du Maroc ou bien au Maroc, les données numériques personnelles sont protégées par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Euh, il est chargé de vérifier à ce que les informations ne soient pas utilisées à des fins illégales. La commission est formée de personnalités notoirement connues pour leur impartialité, éthique et compétences dans les domaines juridiques et informatiques. Dans notre société numérique actuelle, les données à caractère personnel ou private data sont enregistrées dans son site, surtout les appareils électroniques, que ce soit sur les sites web qui nécessitent une inscription au lieu de travail par empreinte, lors d'achat ou paiement par carte bancaire ou de simples recherches sur Internet. Le problème ici, c'est qu'une grande majorité de personnes qui utilisent Internet quotidiennement ne sont pas conscients des risques liés au partage de leurs informations personnelles avec les différentes plateformes qu'ils visitent ou utilisent. Dans une déclaration à la presse, la CNDP explique que les traitements des données personnelles sont en général indispensables aux entreprises pour répondre à des exigences administratives, organisationnelles ou commerciales, mais ils risquent de porter atteinte à la vie privée et aux droits des personnes concernées. L'enjeu donc est de trouver le juste équilibre entre le besoin d'utiliser ces données par les organismes et le respect des droits des personnes concernées. Toujours dans l'évaluation du cadre réglementaire, Banque le Maghreb a lancé un nouveau plan stratégique 2019-2023 pour lequel la data est vraiment au centre des réflexions. Et pour accompagner la digitalisation des services financiers et l'avènement de nouveaux entrants comme les fintechs, Banque le Maghreb s'emploiera à mettre en place une régulation plus agile et adaptée. On passe maintenant au cadre réglementaire et plus précisément des règles prudentielles essentielles. Sur un autre volet, il faut savoir que de façon générale, le secteur de la finance est et a besoin d'être réglementé. Les établissements bancaires et les entreprises d'assurance sont par nature plus fragiles comparés à d'autres secteurs. De ce fait, le secteur financier recueille un intervenant public et indépendant afin d'assurer sa régulation. La réglementation prudentielle a la responsabilité de limiter ces transformations anciennes des banques, notamment grâce aux règles édictées par le comité de Bâle, qui impose à un établissement bancaire de détenir un niveau suffisant de capital en fonction de risques encourus. Ainsi, pour préserver la stabilité financière, les régulateurs du secteur financier travaillaient ensemble dans le cadre d'un comité de coordination érigé par la loi et dédié à la surveillance des risques systémiques. L'objectif est d'assurer la conformité et la résilience du système bancaire et non bancaire, tout en limitant d'éventuels effets négatifs sur sa capacité à assurer le financement de l'économie. Alors, passons maintenant à un exemple d'une banque gagnante du terrain. Alors, parmi les puissants investisseurs dans la banque digitale figure Tijani Wafa Bank. En 2020, la part de sa banque digitale dans les transactions totales du groupe s'est améliorée de 3 points pour atteindre un pourcentage de 81%. Et donc, pour la clientèle entreprise, par exemple après dalmoukawil.com, pour les TPE, Tijari Wafa Bank vient de lancer tijari.com, tijarientreprise.com, pardon, et tijarisi.com. Le premier s'adresse aux PME et aux grandes entreprises. Il est activé en décembre dernier, décembre 2020. Et il propose des outils informationnels comme des outils transactionnels.
Elle met notamment en lumière des opportunités d'affaires et à l'aide de contenus élaborés par des experts. Elle présente des vidéos thématiques, des modules e-learning, des webinaires sur divers sujets intéressants des entreprises. Et pour ce qui est d'Atijarissi.com, ce portail de banque en ligne cible les corporates, institutionnels et investisseurs. Elle propose également des services informationnels dans les données économiques et financières relatives au Maroc et des services transactionnels qui permettent, par exemple, aux entreprises de piloter les comptes et effectuer des opérations au niveau local et à l'international. Et en ce qui concerne les particuliers, et parmi les dernières innovations du groupe, l'ouverture du compte à distance à travers un simple selfie, en se basant sur le concept de la pointe de la reconnaissance faciale et sur la signature électronique. C'est une solution proposée par El Bancalic, la marque des services bancaires 100% mobile du groupe Tijari Wafa Bank. Les assurances et la digitalisation. Il est impensable de faire référence au secteur financier sans parler d'assurance. La transformation de toute entreprise touche d'une manière ou d'une autre ce secteur. Les assurances faisant partie à un moment ou à un autre de cycle de vie tant des personnes physiques que des entreprises. La digitalisation des services financiers, le taux de pénétration des smartphones, la libéralisation du marché d'Internet, on pousse les acteurs de l'assurance à s'adapter à un nouveau mode de vie. De plus la multitude de produits financiers mis sur le marché à travers les fintech a conduit à la création de ce que les experts pourraient appeler les insurtech. En effet, pour pouvoir aller vers une digitalisation complète, la réglementation doit être mise à niveau. En pratique, selon les professionnels, rien n'interdit aujourd'hui la souscription d'un contrat d'assurance par voie numérique. Sauf que dans la configuration actuelle de marché, le fait que l'assureur ne puisse apposer une signature digitale sur la police d'assurance crée une rupture dans la dématérialisation de la procédure de souscription. Le contrat physique étant encore indispensable. Les sous-solutions sur lesquelles l'autorité a donné son accord sont des processus de vente qui s'arrêtent au devis. Le contrat lui-même devant être signé manuellement. Le canal digital est celui utilisé par les clients pour comparer les offres et effectuer des simulations tarifaires. Mais lorsqu'il s'agit de concrétiser, une grande majorité de clients préfèrent se rendre physiquement chez un intermédiaire. Ainsi, le canal digital va être de plus en plus complémentaire du canal physique. Le premier jouant le rôle de pourvoyeur d'informations de simulation tarifaire et d'orientation vers l'agent le plus proche. C'est une nouvelle ère qui est née, celle de Figital. Alors, en ce qui concerne la réglementation du digital dans le secteur des assurances, malheureusement, il n'y a pas de réglementation spécifique au digital. Et généralement, malgré qu'on n'a pas ça, on doit savoir qu'il y a deux contextes qui constituent ce cadre. Premièrement, c'est la signature électronique qui permet à une personne donnée de contracter sous une forme, sous une forme électronique. Et la deuxième, c'est la présentation à distance des produits d'assurance. Selon un événement ou lors d'un événement organisé par la CAPS en 2017, le superviseur général a exprimé sa volonté d'accompagner les opérateurs sur le plan réglementaire en adoptant des lois spécifiques dans le proche avenir. Mais pour le moment, jusqu'à maintenant, le cadre légal ou bien le cadre réglementaire reste inchangé.
Mais il y a un projet d'amendement du livre 4 du Code d'assurance, Code des assurances, pardon, actuellement au SGG, apportera d'autres nouveautés dans le modèle de distribution de l'assurance pour le rendre plus réceptif aux nouvelles contraintes du digital. Alors, en ce qui concerne les axes d'amélioration des banques, généralement, on a trouvé plusieurs recommandations, mais par la contrainte du temps, on a juste choisi deux. La première, c'est la simplification des processus opérationnels, et la deuxième, c'est le fait de faciliter la gestion des comptes. Comme vous savez, aujourd'hui, l'instantanéité et la satisfaction immédiate deviennent la norme dans bien des domaines. Et certains clients ne comprennent pas pourquoi il faut attendre beaucoup et beaucoup pour voilà, faire une simple opération. Par exemple, obtenir un rendez-vous avec leur conseiller ou bien patienter pour voir apparaître un virement sur leur compte ou bien obtenir un crédit. Donc, moi, autant que client, pour éviter ce problème-là, euh, voilà, les services que je veux voir dans ma banque, c'est d'obtenir un crédit en temps réel, ouvrir un compte en quelques clics, faire des paiements instantanés, ce qu'on appelle instant payment, faire regrouper plusieurs cartes en une seule et voilà pourquoi pas être dépanné temporairement en cas de découverte, mais à moindre frais. Deuxième axe, c'est faciliter la gestion de compte. En matière de gestion de compte, euh, les mots-clés actuellement sont les chatbots, assistants virtuels, agents conversationnels, des algorithmes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et donnent l'opportunité aux banques de mettre en œuvre des robots advisors. Ces assistants intelligents capables d'apprendre et qui sont en mesure d'aider les clients à mieux gérer leur portefeuille et à moindre frais. Autonomie, économie, garde-fou, souplesse sont les grands bénéfices qu'enterrent les clients qui peuvent néanmoins être transférés vers des conseillers réels lorsque cela devient nécessaire. Voici quelques-unes de ces services innovants, par exemple agrégation de comptes, rendre autonomes les clients multibancarisés, du coach financier pour les TPE, c'est-à-dire assistant intelligent de suivi et de gestion de la trésorerie, fourniture d'informations et réalisation d'opérations simples 24/24/7, plafond autorisé, augmentation de ce plafond, des gestions de portefeuille, conseils financiers personnalisés, etc. Ces nouveaux services répondent à des attentes non résolues des consommateurs au cours de leur expérience client. Et même parfois, ils devancent et permettent par ailleurs de démocratiser la gestion de patrimoine. Pour faciliter l'appropriation de ces nouveaux services, les robots s'humanisent, parlent en langage naturel et s'attachent à éviter le jargon habituel. Alors, on va finir par une conclusion. Alors, la transformation numérique des secteurs bancaires ne consiste pas simplement à digitaliser l'existant. Il s'agit de réinventer les modèles en place en simplifiant l'expérience client et en offrant des nouveaux services qui viennent combler une fracture dans les parcours traditionnels.
Et dans cette course aux nouveaux usages, voilà, des idées qui peuvent sembler banales s'avèrent parfois différenciantes. Dès l'instant qu'ils suppriment un point de friction dans le parcours client. Et si on peut dire ça, cette digitalisation induit une redéfinition du rôle, de certains rôles au sein des établissements bancaires ou bien généralement des entreprises, qui est challengée par l'apparition des coachs virtuels et ces assistants intelligents disponibles à tout moment. Et si les clients apprécient la souplesse que procurent ces robots, ils continuent à être demandeurs d'interaction humaine. Donc, il faut juste trouver le juste équilibre. Et à l'heure où, malheureusement, le client déserte les agences, il devient crucial de le réenchanter à travers d'expériences mobiles et digitales exemplaires. On va finir par ce mot-là, le client est roi. Donc, voilà une bibliographie, une sorte de référence, les liens qu'on a consultés tout au long de notre recherche. Et voilà, merci pour votre attention et Ramadan Mubarak Saïd.